messieurs, je vous salue toutes et tous et je veux vous dire toute l'admiration que j'ai pour ce magnifique travail qui se fait dans ce lieu et des choses si importantes qui s'y passent. Je ne vais pas vous parler du grand âge, je vais vous parler de la vie. Nous allons essayer de pratiquer quelque chose de vivant pendant le temps que nous allons passer ensemble. Il n'y a pas de problème de grand âge. Il y a un problème de vie. Alors la vie, on va la pratiquer et puis après on va en parler. Nous allons faire un petit exercice très simple. Quand vous allez faire cet exercice, vous allez vous apercevoir que le grand âge n'existe pas, que la vieillesse n'existe pas, que tous les problèmes que nous nous posons sont des faux problèmes. Alors, je vais vous demander de décroiser vos jambes, de vous caler dans votre siège, de vous tenir bien droit. Et nous allons former une famille spirituelle. Pendant 3-4 minutes, vous allez fermer les yeux et vous allez prendre 5 grandes respirations à partir du ventre. Nous allons stopper le monde, stopper l'agitation qu'il y a autour de nous, aller dans nos ressources. Comme disait Madame Champeau, nous avons le vivant à l'intérieur de nous. Nous allons faire vivre ce vivant. Et à partir de là, vous allez voir qu'il va nous éclairer pour le sujet qui est le nôtre. Alors on ferme les yeux et on prend 5 grandes respirations à partir de notre ventre. Je vous remercie, c'était parfait. Très important de faire cet exercice parce que ça nous met dans la réalité. La réalité, c'est la présence vivante de l'existence qui est en nous. Et quand nous sommes dans cette présence, nous sommes dans l'éternité. Il n'y a plus de commencement, il n'y a plus de fin. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. C'est la Pentecôte. C'est ce que ça veut dire, rentrer dans la présence, dans le feu intérieur, et là, tout d'un coup, tous les problèmes et les catégories dans lesquelles nous nous enfermons volent en éclats. Je voudrais vous parler, mesdames, messieurs, de 5 choses. Premièrement, je vais vous parler de ma vie immédiate. Pourquoi je vais vous parler de ma vie immédiate? Parce que je me rends compte que quand je fais une conférence le soir, il y a toujours des éléments dans la journée qui coïncident exactement avec la conférence que je dois faire. Et donc, pour éclairer mon propos, je vais me servir de ce que la journée m'a appris. Et à partir de là, je voudrais vous parler de 4 choses qui me semblent importantes. La première, c'est l'insouciance. La deuxième, c'est l'attention. La troisième, c'est la conversion. Et auparavant, j'ai oublié de parler de la lucidité. Premier point, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, il m'est arrivé 3 choses. Juste avant de venir, j'écoutais la radio. Et puis, aujourd'hui, j'ai parlé à mes élèves de Spinoza, et puis je leur ai parlé de Descartes. Donc, je vais vous parler des 3 choses que j'ai entendues aujourd'hui, que j'ai dites, et qui vont exactement nous aider pour nous donner des outils pour aborder la question du grand âge. Premièrement, la radio, France Info, il est 17h30, et j'arrive, je change de cravate, j'écoute. J'écoute une jeune femme qui dirige un théâtre à Marseille et qui répond à la question posée par le journaliste de France Info. Nous sommes dans l'anniversaire de mai 68. Si vous aviez quelque chose à proposer pour changer la société, une utopie, qu'est-ce que vous proposeriez? Cette jeune femme a proposé de supprimer la prison, en expliquant que ça ne servait à rien et que ça faisait souffrir. J'ai eu 2 réactions. La réaction immédiate,
c'est le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça déraillait. Cette jeune femme déraillait. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, ouvrir toutes les prisons. Bien évidemment que la prison en France fait souffrir, n'est pas forcément utile et pose des questions sur son efficacité. Mais je disais quand même quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ça n'allait pas? Mais c'est dans le trajet, dans le métro, et puis dans l'avenue Émile Zola, tout d'un coup, j'ai eu la réponse. Je me suis dit, la pauvre, elle veut s'attaquer à un problème gigantesque, qui est le problème des prisons, des prisonniers, et elle veut le faire sans aucune ressource de la vie intérieure. Elle pense qu'il suffit de supprimer la prison pour résoudre le problème. Supprimer la prison, pourquoi pas? Mais attention à ne pas passer de la punition au sentiment d'impunité en lâchant les gens dans la nature. Et là, je m'aperçois que cette jeune femme est à l'image de notre société. Elle veut résoudre des problèmes majeurs de notre monde en faisant comme si la vie intérieure n'existait pas. D'où ça vient, cela? Ça vient du mal qui ronge la société française depuis 50 ans. Puisqu'on parle de mai 68, parlons-en. Depuis mai 68, j'ai vécu, j'avais 14 ans en mai 68, j'ai vécu dans la culture mai 68 qui nous ronge, qui nous dévore et que je n'ai absolument pas envie de fêter. Pourquoi? Parce qu'on a été dans une culture qui nous a empêchés d'aborder sereinement et intelligemment les problèmes qui sont les nôtres. En mai 68, il y a eu un désir d'utopie. Ce désir d'utopie était lié à un désir de transformation du monde. Et tout le monde a trouvé ça formidable de transformer le monde. Sauf qu'on a voulu le faire sans les ressources spirituelles qu'il y a dans l'homme. Alors ça donnait quoi? Ça donnait le schéma en 3 temps. Premièrement, j'aborde tout seul les réalités de ce monde et le mal qui existe dans ce monde. Je nomme le mal en criant et en me révoltant. Et là, je désire 2 choses. Je désire établir une utopie pour pouvoir supprimer le mal et utiliser la violence comme moyen. Résultat, il se passe la crise de la culture dans laquelle nous sommes depuis 50 ans. On prend tout seul les problèmes majeurs de la société et on nomme le mal, on rêve la suppression du mal, et qu'est-ce qu'on fait? On utilise des moyens particulièrement violents. J'ai écouté, comme vous, les émissions de radio autour de l'EHPAD, et je m'apercevais que, sous le problème de la vieillesse, du grand âge, on raisonnait exactement la même chose. Ça voulait dire quoi, parler de la vieillesse? Parler de la vieillesse, c'était parler de l'horreur. Et donc, on nous a, toute la journée, parlé des vieilles dames démentes, incontinentes, auxquelles il fallait changer les couches toute la journée, du manque d'effectifs, du côté dramatique, de l'aspect révoltant de ce qui se passait. Qu'est-ce que faisait l'État? Qu'est-ce qu'on faisait? On a baigné dans la douleur, dans la souffrance, dans la colère, dans l'horreur, dans tous les détails les plus pénibles qu'il peut y avoir autour du grand âge. Et résultat, forcément, quand vous envisagez la vieillesse ainsi, bien, on rêve de l'utopie. Qu'est-ce qu'on attend pour débloquer de l'argent? Ou alors, solution violente,
qu'est-ce qu'on attend pour légaliser l'euthanasie? Et nous voyons quoi? Nous voyons que le problème mental qui se pose depuis mai 68 à l'égard de la société, à l'égard du grand âge, à l'égard des prisons, c'est le même. Je signale que c'est exactement le même problème que le terrorisme. On fonctionne mentalement dans le terrorisme intellectuel, c'est-à-dire on prend la vision la plus noire de la réalité, et qu'est-ce qui se passe? Forcément, on rêve de supprimer cela, et on légitime la violence. Et nous sommes dans un monde particulièrement violent. Et nos chers intellectuels en remettent. Et résultat, on est complètement étranglé et on ne sait plus quoi faire. Vous voyez bien que dans la majeure partie, quand on parle de la vieillesse, avoir parlé de la vieillesse, c'est vous expliquer que c'est une catastrophe, que ça fait souffrir, que c'est terrible, et par là même, on est ou bien dans l'utopie financière, ou bien à ce moment-là, dans les moyens les plus violents. Alors je voudrais introduire ce soir parmi vous une autre manière de penser la vieillesse, c'est-à-dire arrêter de commencer par décrire la vieillesse sous ses aspects les plus violents, ensuite arrêter de rêver d'une utopie, l'immortalité ou bien la nouvelle jeunesse, en faisant confiance au transhumanisme pour, quelque part, pratiquer une hybridation entre l'homme et la machine qui lui permettrait de lui restituer un corps neuf, comme si le problème de la vie c'était simplement d'avoir un corps en bon état, ou alors d'arrêter de penser qu'on a parlé sérieusement de la vieillesse si on a abordé la question de l'euthanasie. Moi, il me semble qu'il y a d'autres manières d'aborder les choses. Alors, d'autres manières d'aborder les choses, c'est la deuxième expérience de ma journée. C'est que ce matin, je parlais à mes cagneux de Spinoza, et puis je leur parlais de la joie chez Spinoza. Et je leur disais, écoutez, Spinoza a inventé quelque chose de nouveau dans la morale, et il dit, voilà, la morale, c'est pas le problème du bien et du mal, c'est le problème de la joie et de la tristesse. Le vrai problème, c'est de savoir ce qui nous rend vivants. Si on parle du bien et du mal, et qu'on ne devient pas vivant, ça ne sert à rien de parler du bien et du mal. En revanche, si on parle du vivant et de la joie, il y a des chances qu'on fasse moins de mal et quelque part un peu de bien. Spinoza, à un moment, a voulu dire, pour régler les problèmes de la morale, il faut être plus que moral. Et parler du bien et du mal en disant, voilà, on va parler du bien, du mal, et puis on va édicter une règle, et puis on va résoudre le problème du bien et du mal, ça ne suffit pas. Eh bien, c'est la deuxième idée que je voudrais introduire pour aborder les questions aujourd'hui dans notre monde. Il faut arrêter de désigner le mal, et puis quelque part de proposer une utopie ou la violence pour résoudre le mal. Il faut poser la question, qu'est-ce qui nous rend vivants? Qu'est-ce qui nous rend vivants par rapport aux questions qu'il y a dans la société? Que ce soit les questions de la prison, que ce soit les questions du grand âge, que ce soit les questions de la société. Il y a une manière de présenter les choses qui nous rend vivants et d'autres qui ne nous rend pas vivants. Troisième élément, je faisais un autre cours sur Descartes. Je leur parlais des règles de la méthode chez Descartes. Je leur parlais de l'évidence. Je dis voilà, Descartes a inventé une idée très simple, c'est qu'il fallait partir de l'évidence pour pouvoir juger des choses. L'évidence, c'est quoi? C'est vous, c'est moi. Vous savez que vous existez, vous savez que vous êtes un être humain, que vous êtes réel, et c'est un très bon critère pour juger des choses. C'est-à-dire, comme je sais que j'existe, je sais ce qui existe. Et par là même, je vois que dans le monde, il y a des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. Puis, je disais, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont Descartes va utiliser cette idée
pour analyser la réalité. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la réalité, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très compliqué pour deux raisons. Première raison, la réalité est très riche. Elle est multiple, elle déborde de richesse et c'est un peu difficile de s'y retrouver. Le deuxième point, c'est que les hommes ont une tendance à la confusion et à la complication. À un moment, ils ont beaucoup de mal à être simples et à être clairs. Ils sont souvent obscurs et compliqués, confus. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la réalité dans les choses au lieu de la chercher en eux-mêmes. Ils cherchent que la réalité soit simple. La réalité n'est jamais simple, mais nous pouvons le devenir. Et l'idée de Descartes était très simple. Si vous devenez simple, le monde va se simplifier autour de vous. Et là, vous allez trouver des solutions. Mais si vous continuez à être compliqué, le réel est déjà suffisamment compliqué comme ça pour qu'on n'en rajoute pas. Et là, ça me paraît extrêmement intéressant, parce que c'est exactement le problème de la vieillesse. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à penser la vieillesse? Parce qu'on nous met des images de personnes particulièrement dégradées et on voudrait que magiquement les choses se transforment. Et forcément, la manière dont on pense la réalisation de ça, c'est l'utopie financière. Qu'est-ce qu'on attend pour débloquer des crédits? Ou alors, les vieux, on va les tuer, comme ça va résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'on attend pour légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté? Résultat, on ne pense pas le problème. La vieillesse n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a identifiée au grand handicap et, résultat, on a enfermé la vieillesse dans le grand handicap. Alors que la vieillesse, c'est absolument pas le grand handicap et que les vrais problèmes se passent ailleurs. Et pourquoi on pense comme ça? On pense comme ça parce qu'on est d'une paresse intellectuelle, morale et spirituelle ahurissante. On rêve, comme des enfants, une transformation magique. Ce qui est très grave dans notre époque, c'est que le transhumanisme est en train d'aller dans nos rêves et en disant, le problème de la vieillesse, on va le résoudre, on va mettre des nanorobots à l'intérieur du corps de l'être humain, ça va tout nettoyer, et puis on va créer une nouvelle humanité avec un nouveau corps. Comme si le problème, c'était simplement d'avoir un corps. Je signale que cette vision des choses, c'est exactement la vision des narcotrafiquants qui disent on va vous doper et puis là, vous allez voir, on va résoudre le problème. En fait, l'idée qu'on a pour résoudre la vieillesse, c'est ou le suicide et l'euthanasie ou le dopage des personnes âgées. Et on ne voit pas du tout que les véritables problèmes sont ailleurs. Quel est le véritable problème? Il y en a deux. Qu'est-ce qui nous rend vivants? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre et exister à partir de nous-mêmes et de l'être simple et un qu'il y a en nous-mêmes? Alors il y a un premier point que j'aimerais développer à partir de là, dans cette méthode, pour tirer 4 conclusions. Premièrement, il paraît important de parler de la lucidité, de l'insouciance, de l'attention et de la conversion. Depuis 50 ans que j'écoute la société française et depuis mai 68, j'entends nos intellectuels dire qu'il faut être lucide. Ah, qu'est-ce que c'est pour vous la lucidité? La lucidité, c'est voir l'obscurité dans la lumière. Je vous signale que la lucidité, ça ne veut pas dire faire l'obscurité, ça veut dire faire la lumière. C'est pas voir l'obscurité dans la lumière, c'est voir la lumière dans l'obscurité. Quand on parle de la vieillesse,
dit, il faut être lucide. Ah, en quoi consiste la vieillesse? Ça consiste dans la dégradation, dans la dépendance, dans le poids, dans le coût et dans l'inutilité. Quand on vous a fait ce tableau, on vous dit, ça, c'est la vieillesse. Pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça parce qu'on veut absolument nous enfermer dans le tragique. Pourquoi on veut nous enfermer dans le tragique? Parce qu'on veut supprimer toute foi et toute espérance à l'intérieur de nous. Pourquoi on veut supprimer toute foi et toute espérance? Parce qu'on veut une situation, un règlement uniquement politique, étatique, et en disant il n'y a pas de solution en dehors de cela. Il faut bien comprendre une chose, c'est que depuis la Révolution française, la société française est dominée par le culte de l'être suprême, qui est la religion de l'homme, de la nature et de la science, et dans lesquelles on nous dit, à part ça, il n'y a pas de salut. Et donc, à un moment, on va nous enfermer dans le tragique pour nous montrer qu'il n'y a pas autre chose. Alors cette autre chose, je pense qu'il existe. Et il existe en quoi? Ben, c'est là où je pense qu'il faut parler de la lumière dans l'obscurité, et non pas de l'obscurité dans la lumière. Et c'est là où je crois qu'il est très important d'introduire un principe qui est le principe de l'insouciance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Bon, moi je vais avoir 65 ans. Quelque part, la vieillesse, j'y pense pas. Et je m'aperçois, ça ne me préoccupe pas du tout. Peut-être qu'un jour, ça me préoccupera. Pour l'instant, ça ne me préoccupe pas. Puis j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait le seul. Je vois des tas de gens autour de moi qui ont 65 ans, 70 ans, puis qui vont très bien, 75 ans, 80, 85 ans, 90 ans, 95 ans. J'ai mon ami Annick de Souzenel, va avoir 96 ans. Son mari, Geoffroy, 104 ans. Et ils vont très bien. Bon, Geoffroy, un peu de mal à marcher, il marche avec des béquilles. Je signale que quand je suis à table avec lui, il a vraiment toute sa tête. Et qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe? À table, il n'y a pas de vieux. Ça n'existe pas. Quand j'écoute mon ami Annick, qui écrit, fait des conférences, encore l'année dernière à l'Île aux Moines, j'étais avec elle dans un séminaire, c'est ahurissant, elle est plus jeune, plus vivante, plus tonique que tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? L'insouciance, c'est de dire attention, le temps n'existe pas, la mort n'existe pas, l'échec n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ce monde qui ne parle que du mal, que de l'échec, que de la mort, que du temps? Quand on est dans des choses importantes et belles, il n'y a plus de temps. Quand on est dans des choses importantes et belles, il n'y a plus de mort. Quand on est dans des choses importantes et belles, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus d'obstacles. Et qu'à un certain moment, c'est nous qui faisons exister la vieillesse, c'est nous qui faisons exister la mort, c'est nous qui faisons exister le temps, c'est nous qui faisons exister l'échec. Puisque je parlais de Descartes ce matin, Descartes disait cette chose très simple, ne faites pas l'erreur de ne pas agir. Il vaut mieux agir et se tromper que de ne pas se tromper et de ne pas agir. Pourquoi? Parce que l'erreur, ça n'est pas de se tromper, c'est de ne pas agir. L'erreur dans la vie, c'est pas l'erreur, c'est de ne pas vivre. Quand on vit, même si on échoue, on a réussi. Tandis que quand on ne se trompe pas et qu'on ne vit pas, on a échoué. Et donc, arrêtez de parler de l'échec. Le vrai problème, c'est de savoir si on est vivant ou si on n'est pas vivant. Moi, j'ai eu un jour une expérience dramatique à propos de la vieillesse. J'accompagnais ma mère dans une maison de moyen séjour, ou plutôt j'allais la voir dans la banlieue parisienne, et c'était assez loin de Paris, très bel endroit. Puis tout d'un coup, on m'a dit, est-ce que vous voulez rester déjeuner? Alors, je suis resté déjeuner, et là, je suis allé en enfer. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis avec les personnes qui étaient là
et les personnes qui étaient là, elles étaient pétrifiées. Et donc j'ai eu l'impression d'être avec des morts vivants, dans un silence total. Pourquoi ils étaient comme ça? Ils n'étaient pas vieux, ils étaient tristes. Ils étaient désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Et à un moment, j'ai vu une scène horrible. Ma mère a eu du mal à marcher, et puis à un moment, elle passe devant des médecins. Alors imaginez-vous, une dame, un peu forte, qui a du mal à marcher. Puis vous avez devant vous 10 médecins et infirmières qui la regardent. Et puis on lui dit, madame, levez-vous, marchez. Impossible de marcher. Madame, levez-vous, quel est votre projet de vie? Impossible de répondre. La pauvre mère était pétrifiée. Pourquoi? Parce que la manière dont on lui avait posé la question ne pouvait pas aboutir à autre chose qu'à la pétrifier totalement. Si je vous dis sur le ton autoritaire, allez, votre projet de vie, vous avez 30 secondes pour me le dire. Excusez-moi, j'ai plus aucune envie de vous le dire. Comprenez? Comment à un moment on peut glacer des gens? Comme ma mère avait un moment des problèmes d'angoisse à l'égard de la mort, et on lui envoie une psychologue. Et la psychologue lui dit, alors, vous êtes angoissé avec à propos de la mort? Vous avez des problèmes avec votre Jules? Ma mère lui a dit, mademoiselle, je ne vous ai pas convoqué pour ça, pour entendre ça, sortez. Ça, c'est ce qui nous rend tristes. Qu'est-ce qui nous rend gai? Qu'est-ce qui nous rend vivants? C'est qu'à un moment, on est dans la vie. Moi, quand j'allais voir ma mère, je me disais, je ne vais pas voir une malade dans un hôpital avec des médecins, je vais voir une vivante avec des vivants dans un lieu vivant, avec un monde vivant. Et tout d'un coup, il n'y avait que de la vie, et le reste était anecdotique. C'était secondaire. Je crois qu'il est très important d'avoir quelque chose qui est en nous notre vertu d'insouciance. Nous sommes vivants. La vie nous porte. Elle nous porte à travers les difficultés de la vie. Vous avez été enfant, et quand vous avez été enfant, vous avez été terriblement handicapé. Encore plus handicapé que dans la vieillesse. Que je sache, on s'en est remis. C'est pas un drame. On en est sorti de l'enfance. Qu'est-ce qui a permis de sortir de l'enfance? L'humour et l'amour. Et le fait qu'à un moment, des parents pleins d'amour, qui à un moment surmontaient les difficultés. On identifie la vieillesse au handicap. Quel est l'âge de la vie qui n'a pas de handicap? Un enfant est terriblement handicapé, un bébé n'en parlons pas. Et les adolescents, est-ce qu'ils sont aussi libres que ça? Oui, ils ont le corps. Mais à un certain moment, ils ne savent pas quoi en faire de leur corps. Et puis tout d'un coup, ils sont étrangement malheureux. Pourquoi? Eh bien parce qu'à un moment, ils sont embarrassés par leur moi. Ils ont à la fois trop de moi et pas assez de moi. Ils ne savent pas où ils en sont. Et puis on s'aperçoit qu'ensuite, dans l'âge adulte, il y a quantité d'obstacles et de handicaps. Et puis à un certain moment, dans la maturité également. Et puis dans ce qu'on appellera aujourd'hui la vieillesse, les 3 âges de la vieillesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle les seniors, les aînés et le grand âge. Ben oui, il y a également des handicaps. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans la vie qui nous a toujours permis de traverser la vie, c'est la vie elle-même. Oui, quand il y a de la vie, il y a de la difficulté. Oui, quand il y a de la vie, il y a du handicap. Oui, quand il y a de la vie, il y a du temps, il y a de la mort. Mais quand il y a de la mort, du temps, du handicap, il y a de la vie. Et c'est la réversibilité des choses qui fait qu'à un moment, il y a une étrange beauté de l'existence à travers chaque chose. Et cette étrange beauté est liée à la vulnérabilité des êtres, qui est la chose la plus touchante qui soit. Nous apercevons qu'un enfant est extrêmement handicapé, mais il est extrêmement charmant dans son handicap, parce qu'il se laisse faire, il se laisse aller, et tout d'un coup, il est porté, et on le porte, et ça se porte très bien. Et on s'aperçoit autour de nous que le monde est extrêmement limité et handicapé, mais dès qu'on a décidé de vivre
la limite, au lieu de la regarder et de s'en plaindre, en se laissant méduser par elle, comme Hercule par la méduse, mais tout d'un coup, on est capable de générer des choses. J'ai beaucoup appris avec ma mère quand je l'ai accompagnée, et j'ai vu comment elle voyait les choses. Elle vivait avec les gens dans un échange merveilleux, parce que c'était quelqu'un qui était très gai, très intelligent, très drôle. Et il y avait des gens charmants qui venaient l'aider pour la toilette, pour les différents aspects de la vie quotidienne. Et je remarquais une chose, tout ça se passait avec énormément de rire, parce qu'il y avait un échange. Ma mère avait besoin d'être matériellement aidée, et ces femmes qui venaient, et qui avaient souvent des déboires conjugaux, avaient besoin d'être psychologiquement et moralement aidées. Et on s'apercevait que dès qu'il y avait de l'échange, tout d'un coup, les handicaps n'existaient pas. Et ces dames qui aidaient, ma mère disait, mais vous savez, aider votre mère, mais ce n'est pas un problème pour moi, allez la laver, mais c'est un bonheur, on s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'elles riaient tellement qu'à un moment, elles avaient complètement oublié des détails. Exactement ce qu'on n'a pas entendu l'autre jour sur France Info. Au lieu de nous dire, qu'est-ce qu'on nous a dit? On lui a dit, oh la toilette, c'est épouvantable, oh là là, amener le bassin, c'est une horreur, oh là là, qu'est-ce qu'on attend? On n'a entendu que des horreurs. En oubliant quoi? Tout l'aspect vivant qu'il y avait autour, et qui faisait que oui, bien évidemment, il y avait des inconvénients dans la vie quotidienne, mais qu'est-ce que c'était que ces inconvénients par rapport à des tas de choses qui se passaient par ailleurs? Donc, pour moi, la lucidité, c'est être capable de voir la lumière dans les ténèbres. La lucidité, c'est les commentateurs de football. Quand à un moment, quelqu'un voit un joueur démarqué ou une place démarquée, et puis il peut se mettre en face du but et tirer, qu'est-ce que dit le commentateur? Il est lucide. C'est-à-dire, dans quelque chose qui paraissait impossible, tout d'un coup, il a vu le possible apparaître, et alors là, à un moment, ça donne des choses formidables. Quel est le problème de la vieillesse? Pas un problème, la vieillesse. Ça n'a jamais été un problème. Et à un moment, les gens disaient, dans le passé, les personnes âgées vivaient avec nous dans la maison, il y avait toujours quelqu'un pour être avec eux, et ça ne nous dérangeait absolument pas. Quel est le problème? Le problème, c'est de notre tête. C'est qu'on a décidé que c'était un problème, et alors quand vous avez décidé que quelque chose va devenir un problème, alors là, ça le devient. Je m'aperçois, oui, bien évidemment, on vit dans un espace urbain, on n'a pas l'espace qu'il y avait à la campagne, mais il y a des possibilités formidables qui se font. Moi, j'ai pu apprécier, quand j'accompagnais ma mère, tout ce que faisait l'État, les associations pour aider, c'était formidable. 11 fois, on m'a dit, votre mère est sortante, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous avez 2 jours. Et je m'aperçois qu'à chaque fois j'allais dans les associations, on faisait venir des infirmières, des femmes de ménage, ça réagissait, c'était formidable, et puis ça fonctionnait, puis vous restez à la maison, et puis on trouvait des solutions, et on trouvait tout le temps des solutions. Et moi, ce que j'ai vécu dans la vieillesse, c'est qu'il y avait tout le temps des solutions, il y avait tout le temps des personnes formidables qui étaient là pour nous aider, et c'était absolument pas l'horreur, le handicap, la dégradation, tout ce qu'on me racontait. En fait, il y avait une force qui me portait, qui était la force de la vie, et cette force était toujours là. Quand j'ai écrit le livre que j'ai écrit sur le départ de ma mère, j'ai dit à un moment, je suis allé dire au revoir à l'appartement qui avait accueilli toute ma jeunesse. Et puis je me suis retrouvé tout seul dans cet appartement qui était vide. Donc je m'étais apporté un verre de champagne, puis j'avais regardé, je m'étais promené dans les pièces. Et puis après, je me suis dit, comment on quitte une vie? Ben, c'est très simple. On ouvre la porte, on la ferme, et puis on passe. Et je dis, c'est la vie qui vous emmène. La vie qui vous emmène. Donc, comment on meurt? On meurt avec la vie. Comment on vit la vieillesse? On vit avec la vie, et on se dit, c'est invraisemblable. Je ne sais pas comment on a fait, mais on y est arrivé. Comment les gens font pour vivre avec 4 enfants, avec des handicapés, avec des tas de problèmes? Eh bien, ils vivent, et puis tout d'un coup, ils se disent, ben, c'est formidable, ça passe. C'est vrai qu'à un certain moment, je me dis, mais comment je fais pour faire tous les trucs que je fais? Ben, je ne sais pas. J'en sais rien, mais ça se fait. Et puis, à un moment,
les choses se tournent. Donc, je crois une chose, c'est que dès qu'on se laisse porter par la vie, elle arrive, elle nous porte. Et alors là, ça permet de comprendre deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est la manière d'aborder le grand âge. Le grand âge, c'est quoi? Oui, c'est des choses que vous connaissez très bien. Qu'est-ce que vous connaissez très bien? Les difficultés de certaines personnes, pas de tout le monde. Bon, il y a des gens, effectivement, qui sont dans des situations très difficiles, très pénibles, dégradées, dépendantes, et puis dans un état moral dur, parce que comme il y a beaucoup de gentillesse dans le cœur humain, ben, il y a des gens qui disent je suis un poids pour vous, j'ai un sentiment d'inutilité, j'aimerais ne plus dépendre, et puis qui songent à se tuer en disant au fond, ce serait si facile d'arrêter tout ça, j'arrêterais de peser. Donc c'est vrai. Simplement, ce que je trouve merveilleux, c'est la manière dont mon amie Marie de Henzel, dans le livre qu'on a écrit ensemble, a parlé de cette affaire du grand âge. C'est-à-dire, c'était une fois de plus le contraire de ce que j'ai entendu sur cette radio. Marie débute le livre qu'on a écrit ensemble sur une vie pour se mettre au monde en disant, écoutez, il ne faut pas minimiser les problèmes et il faut oser parler des peurs. Donc oui, le grand âge, pour certaines personnes, ça s'accompagne d'un certain nombre de handicaps et on va les nommer. Qu'est-ce qui était intéressant dans cette affaire? Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on nomme les choses, on devient vivant, la personne devient vivante, et on s'aperçoit que le simple fait qu'on en ait parlé fait que les gens se sentent considérés, regardés, accueillis par quelqu'un d'attentif. Et c'est ça qui est intéressant. L'important, c'est pas de dire la vieillesse est épouvantable. L'important, c'est quand quelqu'un dit, vous savez, je voudrais vous parler de mon angoisse, j'ai du mal, je souffre, j'aime pas mon image, j'aime pas me voir dans cet état. Simplement qu'on écoute la personne et qu'on lui permette de dire ça, ça change le monde. C'est que tout d'un coup, cette personne ne demande pas des miracles, elle ne demande pas que le Père Noël arrive, elle ne demande pas qu'avec une fée avec un coup de baguette magique résolve son problème. Simplement, un tout petit peu d'humanité. Le simple fait d'avoir été entendu a le sentiment que son cri n'a pas été étouffé dans la nuit. Et comme les gens sont pleins de cœur et de bonté, ça suffit pour vivre. C'est-à-dire qu'à un moment, vivre dans ce qu'on appelle un espace de parole, un espace d'écoute, un espace de considération, fait qu'à un moment, ça change la face du monde. Autrement dit, arrêtons d'aborder la question de la vieillesse sur le mode de la solution. La solution va venir, mais elle va venir pourquoi? Premièrement parce qu'on va être vivant, puis on va écouter les gens. On va voir leurs véritables besoins, puis surtout, ils vont avoir le sentiment d'exister. Et quand on a le sentiment d'exister, ça va beaucoup mieux. Il y a des tas de choses qu'on tolère, et des tas de choses qui se résolvent. Le gros problème de notre monde, c'est le manque d'existence, le manque existentiel, qui fait qu'on n'existe pas, que l'autre n'existe pas, que l'existence est étouffée, et qu'on est terriblement malheureux. C'est quoi la souffrance? Parce que je m'étais interrogé sur ce thème. Je me suis rendu compte que ce qui fait souffrir, c'est de souffrir tout seul. Mais quand il y a un moment, on a le sentiment de ne pas être seul dans la souffrance, mais simplement d'être regardé, écouté, ben tout d'un coup, on a des forces et les choses vont beaucoup mieux. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il va falloir apprendre à exister. Et on s'aperçoit d'une chose,
et c'était l'autre livre de Marie de Henzel, La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, c'est que quand on apprend à exister et à bien exister, on peut exister très bien, très longtemps. L'autre jour, je parlais à une dame vietnamienne, je lui dis « Madame, vous êtes très belle ». Et elle me parlait de ces vieilles dames dans les rizières, et elle m'a parlé d'une vieille dame qui se peignait les cheveux dans les rizières, et elle me disait « Si vous savez au Vietnam, comme les vieilles dames sont belles, comme elles sont magnifiques ». Et je voyais quoi? Je voyais des gens qui vivaient très 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 bien leur vieillesse. Ils vivaient avec peu de choses, mais comme ils vivaient avec peu de choses, ils vivaient finalement beaucoup mieux que ceux qui consomment énormément. Et puis il y avait des choses qui étaient très naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pays, la vieillesse n'était pas un drame. Et pourquoi elle n'était pas un drame? Parce que les gens prennent simplement le temps de se regarder. Peut-être que les gens prennent simplement le temps, le matin et le soir, de fermer les yeux, et puis à un moment de sentir la présence en eux, et de la laisser agir, avec insouciance, et que tout d'un coup on s'aperçoit que le problème numéro 1, il est là. Rousseau explique quoi dans le discours sur l'origine des inégalités, que vous avez tous lu? Il dit, le problème n'est pas la société, le problème c'est les gens qui se regardent et qui se comparent. Et ça c'est la plaie. C'est quoi ce qui nous tue? C'est le regard des autres qui nous jugent et le sentiment de devoir être à la hauteur de ce regard et de souffrir de ne pas être ce regard. Vous savez, qu'est-ce qui fait que les gens se tuent? C'est qu'ils ont l'impression de ne pas être regardés. Et je vous signale que parmi les gens qui se tuent, ce n'est pas simplement des vieilles dames qui sont dépendantes, mais c'est des jeunes filles qui ont le sentiment à un moment que si elles ne ressemblent pas au mannequin anorexique de 14 ans qui est en pleine page dans les magazines féminins, à un moment elle n'aura plus le droit d'exister. Qui est-ce qui se suicide le plus? Ce sont les jeunes entre 25 et 40 ans qui disent « si je ne suis pas célèbre et milliardaire à 40 ans, ma vie est fichue ». Ça nous mine. Et ça nous fait totalement oublier notre puissance d'existence qui est en nous. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'important ici, dans notre être existentiel. On s'aperçoit qu'on fait des miracles. Qu'est-ce que c'est qu'une grande partie des soins? Une grande partie des soins est liée au regard, au geste, à la parole, à des choses extrêmement simples, comme le dit Descartes. Mais ça suffit, ça amène un baume, on existe avec des gens qui existent, quelque part on va bien. Et là, on peut parler de cet exercice extraordinaire dans la vie qui est l'exercice de la conversion. L'exercice de la conversion. C'est-à-dire changer notre regard sur la vie, sur la mort, sur nous-mêmes. Qu'est-ce que ma génération, issue de mai 68, n'a pas compris? Elle a perdu totalement le sens de la conversion. Elle a une vision immédiate de l'existence. Elle a une vision d'enfant de l'existence. La vision d'enfant, c'est de regarder la réalité, c'est de voir dans la réalité ce qui ne va pas, c'est de crier, et puis de désirer l'utopie et la violence. C'est exactement comme un enfant qui fait un caprice. C'est-à-dire, depuis 50 ans, nous sommes dans un immense caprice d'adolescents qui se roulent par terre en disant « la réalité n'est pas belle, c'est un scandale qu'on m'appelle la direction ». Qu'est-ce qui est beau? C'est de transformer notre rapport au monde. Transformer nos rapports au monde, c'est passionnant. Mais malheureusement, c'est ce que Marx ne nous a pas appris à faire par une conversion intérieure. Premièrement, ce qui est très important, c'est ce que nous avons perdu, c'est le sens de la transmission, qui est la clé de la vie et de la mort, qui est la clé de la vieillesse. Nous avons reçu la vie et nous allons la redonner. Et ça explique le mystère du temps, du déclin, mais en même temps,
le mystère de la mort. Nous sommes liés à un grand tout, qui est le tout cosmique, le tout humain et le tout transcendant. Et la loi d'équilibre de l'existence, c'est de recevoir et de redonner. C'est le sens du féminin et du masculin. C'est le mariage fondamental avec l'existence. Nous sommes dans un monde qui a perdu le sens de la transmission parce que nous sommes dans un monde d'être seul. Et ça ne va pas s'arranger avec le mode d'être dans lequel nous sommes, qui est le suivant: je veux pouvoir faire tout seul chez moi, en ligne, en tapotant sur mon ordinateur. Et donc je ne vois plus personne, je ne vais plus dans des magasins, je suis livré, je n'ai plus d'amis réels, j'ai des amis virtuels, je n'ai plus besoin de me promener parce que je peux aller virtuellement me promener dans un musée au Japon, donc je peux rester chez moi tout seul, et je vis dans un univers dématérialisé et dépersonnalisé. Ça, c'est grave, parce que c'est le sentiment, à un moment, qu'on ne doit rien à personne. J'ai beaucoup aimé Johnny Hallyday, mais il a chanté une chanson malheureuse qui s'appelait « Je dois rien à personne ». C'est une catastrophe. Catastrophe. Alors que ce qui est très important, c'est de dire « Je remercie parce que les autres m'ont enrichi et je vais moi-même participer à cet enrichissement en redonnant ». Pourquoi nous avons autant de mal à vieillir et à mourir? Parce qu'on est des individus tout seuls qui ne voient pas qu'à un moment, ils ont reçu le redonner. Qu'est-ce que c'est que vieillir? Vieillir, c'est passer de cette autre part de la vie où, ayant reçu, je vais redonner. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe dans l'expérience de la vieillesse et de la mort? C'est une œuvre. Ne disons pas que je ne fais rien. Je fais quelque chose. J'ai reçu de la vie et je vais la redonner parce qu'un jour je vais partir, mais d'autres vont pouvoir venir et prendre le relais. C'est magnifique. Il n'y a pas de tristesse dedans. Or, dans quel schéma mental vivons-nous? On vit dans l'individu tout seul, qui voudrait pouvoir exister tout seul éternellement. Le schéma mental qui est le nôtre, c'est celui que dénonçait Platon dans la République quand il dit « mentalement, nous sommes des tyrans ». Mentalement, nous sommes totalement repliés sur nous-mêmes et c'est une véritable catastrophe. Là, ça permet de comprendre quoi? Quand on comprend qu'on est dans la transmission, on est libéré du problème de l'ego et à un moment, on peut se détacher des choses. Finalement, on n'en souffre pas. C'est cette très belle parole que mon amie Marie de Henzel citait, je ne sais plus qui l'a dit, et qui disait « La vie ne me prend pas ma vie, je la donne ». Un jour, je faisais une conférence dans le service de soins palliatifs à Tours, et il y a une infirmière qui me pose une question, elle me dit « Monsieur Vergely, est-ce que je peux vous faire part d'une expérience qui a été la mienne ? L'autre jour, je donnais un soin à une vieille dame, en soins palliatifs, et cette dame me regarde à un moment et elle me dit « Pourquoi est-ce que je vais mourir? C'est quoi la vie ?» Et cette infirmière m'a dit « J'ai pas su quoi répondre. J'ai baissé les yeux et j'ai fait celle qui n'avait pas entendu. » Ça, c'est un véritable drame. Le drame, ce n'est pas la vieillesse. Le drame, c'est de ne plus avoir de discours sur la vieillesse, sur la mort, sur la vie. Il y avait des tas de choses à dire. Qu'est-ce qu'on a dit à cette infirmière? On a dit, vous savez, le sens de la vie, c'est personnel. Vous devez permettre à chacun de donner le sens de la vie. Vous n'avez rien à imposer. Cette vision des choses, c'est une vision d'un enfant battu. On passe son temps à dire, vous savez, la morale, c'est personnel. La religion, c'est personnel. Le sens de la vie, c'est personnel. Les valeurs, c'est personnel. La vérité, c'est personnel. La morale, c'est personnel. Tout est tellement personnel qu'on ne parle plus de rien. Et puis on ne sait plus quoi répondre quand on nous pose des questions de fond. On peut très bien parler du sens de la vie sans violer quelqu'un. Moi, j'aurais dit à cette dame, écoutez madame, on va regarder votre vie et puis on va regarder votre mort.
Regardez votre vie. Vous avez vécu, vous avez une famille, vous avez rendu un mari heureux, vous avez eu des enfants, vous avez été heureuse d'avoir des enfants, ils ont été heureux, puis vous avez des petits-enfants. Vous avez fait quelque chose. Vous avez collaboré à la vie de l'humanité à votre manière. Et vous avez été dans une œuvre exactement comme Mozart a été dans une œuvre. Mozart a fait vivre la musique, vous avez fait vivre l'humanité, et tout le monde a fait vivre quelque chose. Puis maintenant, vous allez mourir, ben vous allez continuer de faire des choses très belles, c'est-à-dire vous allez permettre à d'autres de venir avec des forces neuves. Et donc, toute votre vie aura été une œuvre, vous aurez reçu la vie, vous l'aurez redonnée, ça aurait été magnifique. Voilà ce que l'on peut dire. Une vie humaine, c'est beau. Et là, ça permet de comprendre le temps, ça permet de comprendre la mort. Qu'est-ce que c'est que le temps? Il y a des gens qui me disent, le temps, c'est terrible, c'est ce que dit Jean Kelevitch, c'est la mort continuée. C'est-à-dire, plus on vit, plus on meurt. Bergson dit exactement la même chose. Exactement le contraire, pardon. Quelque part, c'est pas plus on vit, plus on meurt. C'est plus on meurt, plus on vit. À chaque minute, il se passe des changements, mais ces changements augmentent. Qu'est-ce que c'est qu'une vie? C'est une mémoire augmentée. Et derrière cette mémoire augmentée, c'est une imagination augmentée. C'est quelque chose de plus en plus riche. Ne disons pas que la vie me diminue. Ne disons pas que la vie m'enlève quelque chose. Au contraire. Et c'est l'expérience de Proust. Qu'est-ce que fait Proust? Proust regarde à un moment le temps et il est désespéré devant le temps en ayant le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que tout va à la mort. Il a un sentiment d'absurdité. Beaucoup de gens disent, mais si la mort existe, c'est que la vie est absurde. Qu'est-ce que c'est que la nature qui emmène tout le monde à la mort? Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Il s'aperçoit qu'il est capable de ressentir quelque chose qu'il avait déjà senti auparavant avec une acuité encore plus grande. Et il découvre qu'il y a quelque chose qui se conserve à l'intérieur de la vie, et non seulement qui se conserve à l'intérieur de la vie, mais qui s'augmente. Il s'aperçoit qu'il appartient à une mémoire, il appartient à quelque chose d'extraordinairement vivant. Et donc, et que même dans son existence, il va vers quelque chose de plus en plus vivant. Et ça, c'est l'expérience du temps, c'est quoi? C'est l'expérience d'un mûrissement. Et l'expérience d'un mûrissement, c'est le fait de dire, mais j'ai été heureux de vieillir. Pourquoi? Parce que grâce au vieillissement, j'ai compris des choses que j'avais jamais comprises. Moi, je peux vous dire, pour être un philosophe, il faut 40 ans de travail minimum avant de commencer à faire un cours. Donc, heureusement qu'il nous est donné un peu de temps pour vieillir, parce qu'autrement, impossible d'être philosophe. Alors, vous avez quelques génies qui sont capables d'écrire leur philosophie à 20 ans, mais disons qu'ils font des raccourcis, c'est-à-dire qu'ils ont vieilli très vite. D'autres, ils vieillissent un peu plus lentement. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est le temps de l'existence qui permet de nous augmenter. Et qu'est-ce que c'est que l'expérience de la mort? Moi, j'ai le sentiment que le sens de la vie nous est donné dans la vie, il n'y a qu'à regarder. Il y a une chose qui m'a appris le sens de la mort, c'est l'art. Et dans l'art, c'est le mot fin. Qu'est-ce qui permet l'art et la transmission de l'art? C'est quelque part le mot fin. Imaginez qu'un roman ait des millions de pages. Personne ne pourrait le lire. Heureusement qu'il en a 220, parfois 300, au grand maximum 700. Bien. Imaginez un concert qui durerait des mois. Personne ne pourrait l'entendre. Imaginez que dans ce monde, personne ne soit mort. On serait tous morts. Imaginez qu'à un moment, au fond, les choses durent. On ne serait pas dans l'éternité, on serait dans la perpétuité qui est un châtiment. Et donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que quelque part, la fin permet la communicabilité universelle et spirituelle. Je m'aperçois que la signification d'une vie, c'est ce qui se passe quand à un moment on met le mot fin sur la vie et on peut voir le passage sur l'autre plan. J'aime cette parole de l'Évangile où le Christ dit « Il faut que je me retire, sinon l'Esprit ne pourra pas faire son travail. » Nous connaissons la signification du Christ parce qu'à un certain moment, il a quitté le monde
et il a laissé à d'autres et à l'Église le soin de pouvoir transmettre. S'il était toujours là, on ne saurait même pas ce que c'est que le christianisme, parce que la doctrine ne serait pas fermée et il empêcherait les autres de parler. Mais qu'à un moment, on s'aperçoit que parce qu'il s'est effacé, les choses peuvent vivre. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'important dans l'expérience de la mort, c'est l'expérience du disparaître qui permet à un moment de faire apparaître le côté inouï de l'existence. Et je disais l'autre jour, ça faisait rire des gens, mais rendez-vous compte que certaines personnes sont beaucoup plus vivantes de leur mort que de leur vivant. C'est-à-dire qu'on parle davantage et mieux d'elles parce que justement elles sont décédées. Van Gogh n'a vendu que 2 tableaux. Et puis après, il a une fortune, il a une œuvre posthume. C'est-à-dire qu'un écrivain comprend bien qu'il y a une vie après la mort. Et oui, il y a une vie après la mort parce que certains ont commencé à vivre après leur mort. Alors, ça permet ici de comprendre quoi? De comprendre quelque chose qui nous est donné par l'expérience de la lucidité. La lumière dans les ténèbres. L'expérience de la vie. Attention, nous sommes portés par la vie. Voyons les choses avec la vie. Et oui, abordons les difficultés de l'existence. Mais ne pensons pas aux difficultés, pensons aux personnes qu'il y a derrière les difficultés. C'est plus important. Quand les gens ont des difficultés, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les considère comme personnes. Ce n'est pas simplement qu'on parle tout le temps de leurs difficultés. Les difficultés, c'est une chose. La personne, c'est autre chose. Si on résout mes difficultés sans qu'on m'ait parlé en tant que personne, on n'a pas résolu mes difficultés. Si on me parle en tant que personne, même si on n'a pas résolu mes difficultés, je m'en moque. Autrement dit, je pense qu'il faut ouvrir dans notre monde un changement de culture. Nous sommes dans un monde qui ignore ses ressources spirituelles et qui a une vision de ce fait particulièrement infantile, catastrophique, morbide et utopique. Le temps est venu pour changer de monde, pour changer de vision. Nous avons besoin d'une philosophie de la vie. Et c'est ce que voulait dire Rabbi Nachman de Braslav, ce grand mystique hassidique qui a dit « il est interdit d'être vieux ». Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il est dit « il est interdit d'être vieux » ? Il voulait dire que c'est un juif qui parle, et le monde judaïque a le sens de la parole, de la divine parole. Et il dit la parole, c'est une parole de vie, c'est une parole qui nous vivifie. Il faut dire des choses qui nous rendent vivants, il faut dire des choses qui nous simplifient, il faut dire des choses qui nous fassent exister. Il faut qu'on retrouve la joie, il faut qu'on retrouve l'enthousiasme, il faut qu'on retrouve l'énergie. Nous vivons dans un pays extraordinaire, mais il faut que ce pays se réconcilie avec lui-même et puisse faire ressortir ses qualités. Je pense que mai 68, c'est fini, et qu'une autre page de l'histoire commence, et il faut absolument que cette histoire qui vienne soit non seulement heureuse, mais géniale. Et je vous remercie pour votre attention.